Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé aux forces d'élite russes dans le secteur de Donetsk au cours de la dernière semaine. Le tableau opérationnel qui ressort de plusieurs flux de renseignements concordants, ce que l'Ukraine a exécuté n'était pas une action défensive. C'était pas un engagement réactif. C'était une embuscade délibérée, guidée par le renseignement, contre des formations d'assaut d'élite russe. Ces formations avaient été précisément identifiées, suivies, puis canalisées vers une zone de destruction que les planificateurs opérationnels ukrainiens préparaient depuis des semaines, avant que le premier soldat russe n'y entre. Les forces qui y sont entrées ne sont pas revenues. Ni les véhicules, ni les éléments de commandement, ni l'infanterie d'assaut que les commandants russes considéraient comme leur formation offensive la plus capable et la plus expérimentée dans ce secteur. Restez avec moi pendant cette analyse complète. Je vais vous expliquer exactement comment l'Ukraine a identifié ses forces, exactement comment elle a préparé l'embuscade, et exactement ce que la destruction de cette formation précise signifie pour la capacité offensive russe dans le théâtre oriental. Vous allez comprendre quelque chose sur l'état actuel de cette guerre, que les rapports quotidiens du front ont complètement échoué à saisir. J'ai passé des décennies à l'intérieur de l'architecture de commandement de l'OTAN. J'ai servi comme commandant général de l'armée américaine en Europe. J'ai été dans les salles de planification où la valeur opérationnelle des formations d'élite et les conséquences stratégiques de leur destruction étaient analysées au plus haut niveau. Et je veux être précis sur un point avant d'aller plus loin. La perte d'une formation d'élite n'est pas équivalente à la perte d'une unité standard de taille comparable. Les formations d'élite conservent une connaissance institutionnelle, une expérience tactique et un multiplicateur d'efficacité au combat qui ne peuvent pas être remplacés simplement en affectant des soldats de remplacement à la structure organisationnelle de l'unité. Quand vous détruisez une formation d'élite, vous détruisez quelque chose qui a pris des années à construire. Vous détruisez l'expérience des individus qui la composent. Vous détruisez la cohésion institutionnelle qui la rendait efficace et vous créez un vide capacitaire dans l'ordre de bataille de la force qu'il a perdu, un vide qui prendra des années à combler, s'il peut être comblé tout court. Et cela, pendant un conflit actif qui consomme la main-d'œuvre formée plus vite qu'elle ne peut être produite. Permettez-moi de commencer par l'identification, parce que c'est là que cette histoire commence et que la sophistication opérationnelle de ce que l'Ukraine a exécuté apparaît le plus clairement. Le renseignement militaire ukrainien suivait le mouvement et le positionnement de la formation d'élite russe au centre de cet engagement depuis environ 3 semaines avant l'exécution de l'embuscade. Ce suivi a été rendu possible par la combinaison de 4 sources de renseignement que le renseignement militaire ukrainien intègre avec une efficacité croissante depuis les 10 à 8 derniers mois. La première source était le renseignement d'origine électromagnétique. Les formations d'élite russes utilisent des protocoles de communication distincts de ceux de l'infanterie de ligne standard. Les schémas de chiffrement précis, les fréquences de communication et le volume de trafic caractérisent une formation qui prépare une opération d'assaut majeure. Tout cela forme des signatures identifiables par une architecture de renseignement électromagnétique spécifiquement calibrée pour les reconnaître. Les moyens ukrainiens de renseignement électromagnétique ont détecté la signature de communication de la formation d'élite environ 3 semaines avant l'engagement. Ils ont ensuite commencé une surveillance continue qui a suivi le mouvement de la formation vers sa zone de rassemblement d'assaut. La deuxième source était le renseignement humain. Les réseaux de renseignement ukrainiens opérant dans et autour du territoire tenu par les Russes dans le secteur signalaient une activité logistique inhabituelle, le type de mise en place à l'avance, concentré, de munitions et de carburant, qui indique un assaut majeur imminent plutôt que le maintien routinier de forces défensives statiques. La convergence du renseignement électromagnétique sur les communications de la formation et du renseignement humain sur l'activité logistique associée à son déploiement a fourni aux planificateurs ukrainiens une confirmation à 2 sources de l'identité, de la position et de l'intention opérationnelle de la formation. La troisième source était la reconnaissance par drone. Une fois la zone de rassemblement de la formation identifiée grâce au renseignement électromagnétique et humain, les moyens ukrainiens de reconnaissance par drone ont été dirigés vers la zone afin de développer une image détaillée de l'équipement de la formation, de sa disposition et des routes qu'elle utiliserait pour passer de sa zone de rassemblement à ses positions d'assaut.
La reconnaissance par drone a fourni l'imagerie haute résolution qui a permis aux planificateurs ukrainiens de compter les véhicules, d'identifier des types d'équipements précis et de cartographier l'organisation interne de la formation d'une manière qui a éclairé le ciblage précis dont l'embuscade aurait besoin. La quatrième source était l'analyse des schémas. Les analystes opérationnels ukrainiens qui étudiaient la doctrine d'assaut russe dans ce secteur avaient développé une compréhension précise des routes, du calendrier et de la formation tactique que les unités d'assaut d'élite russes utilisaient lorsqu'elles se déplaçaient des zones de rassemblement vers les positions d'assaut. Cette analyse des schémas a permis aux planificateurs ukrainiens de prédire avec une grande confiance non seulement où irait la formation d'élite russe, mais aussi comment elle se déplacerait, à quoi ressemblerait l'espacement de sa colonne, et à quel moment de son mouvement elle serait la plus vulnérable à une embuscade appuyée par les feux. Ces 4 sources de renseignements intégrées et analysées pendant 3 semaines ont produit un tableau opérationnel de la formation d'élite russe suffisamment détaillé pour soutenir la conception d'une embuscade avec la précision et la létalité que l'engagement a finalement produite. Restez avec moi parce que c'est ici que la phase de préparation devient cruciale sur le plan opérationnel. Une fois que les planificateurs ukrainiens ont obtenu le tableau de renseignement de la formation et l'itinéraire de mouvement prévu, ils ont passé 2 semaines à mettre en place à l'avance les moyens de feu qui exécuteraient l'embuscade. Ce déploiement préalable représentait en soi un important défi de sécurité opérationnelle. Déplacer l'artillerie, positionner les équipes de drones et établir les postes d'observation qui fourniraient les données de ciblage en temps réel pendant l'engagement. Tout cela devait être accompli sans déclencher la surveillance russe qui aurait alerté la formation de l'embuscade préparée contre elle. Les forces ukrainiennes ont résolu ce défi grâce à la discipline de mouvement, à la gestion des émissions électroniques et à une tromperie délibérée qui maintenait l'apparence de schémas opérationnels normaux pendant que la préparation réelle de l'embuscade était en cours. La tromperie comprenait la conduite délibérée d'activités routinières de patrouille et de feu dans le secteur qui avait caractérisé le comportement opérationnel ukrainien à cet endroit au cours des semaines précédentes. Le message envoyé à la surveillance russe était que rien n'avait changé, le secteur était calme, le mouvement de la formation vers ses positions d'assaut n'était pas observé et ne faisait l'objet d'aucune préparation visible contre elle. Cette tromperie a tenu pendant les 2 semaines de préparation de l'embuscade et pendant la phase de mouvement de la formation russe vers la zone d'embuscade. Les commandants russes ont engagé leur formation d'élite dans l'assaut en se basant sur une image de renseignement du secteur qui avait été délibérément façonnée par la tromperie ukrainienne pour montrer un front calme, sans indicateur d'une réponse ukrainienne préparée. Maintenant, laissez-moi décrire ce qui s'est produit lorsque la formation est entrée dans la zone d'embuscade, parce que l'exécution opérationnelle de l'embuscade est aussi instructive que sa préparation. L'embuscade était un engagement simultané à plusieurs couches, conçu pour détruire le commandement et le contrôle de la formation, son blindage et son infanterie, dans une seule action de feu coordonnée qui ne laissait aucun élément de la formation capable d'organiser une réponse cohérente. La première couche était la frappe contre les véhicules de commandement. Les feux de précision ukrainiens avaient été réglés à l'avance sur les véhicules précis de la colonne de la formation que le renseignement électromagnétique avait identifiés comme véhicules de commandement et de communication. La destruction de ces véhicules dans les premières secondes de l'embuscade visait à décapiter l'architecture de commandement de la formation avant qu'un quelconque élément de la formation puisse transmettre un rapport de contact à l'échelon supérieur ou recevoir des ordres sur la façon de répondre à l'engagement. Une formation qui a perdu ses véhicules de commandement dans les premières secondes d'un engagement est une formation qui combat sans capacité de coordination, sans capacité d'appeler du soutien et sans capacité d'exécuter une réponse organisée autre que l'initiative individuelle de ces éléments survivants. La deuxième couche était la frappe contre les blindés. Les systèmes anti-blindés ukrainiens, y compris les munitions livrées par drone et les équipes de missiles anti-chars placées à l'avance, ont engagé les véhicules blindés de la formation simultanément avec la frappe contre les véhicules de commandement. Le moment de l'engagement contre les blindés avait été calibré pour coïncider avec l'instant de compression maximale de la colonne.
le point du mouvement de la formation, où les véhicules étaient les plus rapprochés et où un seul engagement pouvait détruire plusieurs véhicules avant que l'un d'eux puisse bouger pour créer une séparation qui aurait réduit l'efficacité des feux. La troisième couche était l'engagement contre l'infanterie. Des équipes ukrainiennes de drones FPV, en vue à la première personne, positionnées des deux côtés de la zone d'embuscade, ont engagé les éléments d'infanterie de la formation lorsqu'ils ont débarqué de leur véhicule en réponse à l'engagement initial par les feux. Débarquer d'un véhicule sous le feu est la bonne réaction tactique. Cela retire l'infanterie de l'élément le plus visible et le plus vulnérable de la colonne. Mais dans cette embuscade, les positions de débarquement avaient été anticipées et les équipes FPV étaient positionnées pour engager ces positions de débarquement précises. L'infanterie qui débarquait pour échapper à l'engagement contre les véhicules débarquait dans une deuxième couche d'engagement qui avait été préparée spécifiquement pour elle. La simultanéité et le caractère complet de l'engagement à 3 couches ont produit un résultat que les rapports d'après-action décrivent dans des termes que les analystes militaires étudieront pendant des années. La formation est entrée dans la zone d'embuscade comme une unité d'assaut d'élite organisée, cohérente et apte au combat. Elle en est sortie comme un ensemble de véhicules détruits, de personnel tué et blessé, et d'individus survivants dont la cohésion d'unité et la structure de commandement avaient été éliminées dans les premières minutes de l'engagement. Les forces qui y sont entrées ne sont pas revenues. Permettez-moi d'aborder la réponse russe à cet engagement parce que le schéma de réponse lui-même est révélateur d'une manière qui dépasse la situation opérationnelle immédiate. Le commandement militaire russe est d'abord resté silencieux au sujet de l'engagement dans ses communications officielles. Le protocole standard, lorsqu'une formation russe importante subit un engagement catastrophique, consiste à maintenir le silence dans les communications assez longtemps pour que l'ampleur de la perte soit évaluée aux échelons supérieurs du commandement et pour qu'une réponse narrative soit préparée. Le silence dans les communications a duré environ 36 heures avant que des rapports fragmentaires commencent à apparaître dans les canaux militaires russes. Lorsque ces rapports sont apparus, ils ont décrit l'engagement comme une embuscade ukrainienne qui avait été repoussée, avec des pertes des deux côtés. Le problème avec cette description, c'était les images de drones. Les forces ukrainiennes avaient documenté l'engagement avec plusieurs systèmes de caméras de drones opérant tout au long de l'embuscade et ces images ont été diffusées par les canaux militaires officiels ukrainiens dans les heures suivant la fin de l'engagement. Les images montraient la destruction des véhicules de la formation, l'efficacité de l'engagement par feu à plusieurs couches et le résultat d'une manière impossible à concilier avec le récit d'une embuscade repoussée que les sources officielles russes tentaient d'établir. Les blogueurs militaires russes, qui ont été la source interne russe la plus franche d'évaluation du champ de bataille tout au long de ce conflit, ont reconnu l'ampleur de la perte dans un langage nettement différent du récit officiel. L'écart entre ce que les images montraient, ce que la communauté des blogueurs militaires reconnaissait et ce que les sources officielles russes affirmaient était assez grand pour être visible même pour le public russe à l'intérieur du pays qui consomme les médias d'État. Cet écart compte stratégiquement parce qu'il représente un autre élément dans l'accumulation de preuves accessibles aux citoyens russes, montrant que le récit officiel de la guerre ne correspond pas à la réalité opérationnelle. Chaque écart de ce genre accentue la pression politique sur le Kremlin pour maintenir un récit qui devient de plus en plus difficile à concilier avec ce que les familles russes peuvent voir sur les plateformes que le Kremlin n'a pas encore complètement bloquées. L'embuscade dans ce secteur n'est pas simplement un événement militaire, c'est un événement politique. Les conséquences politiques de ces images qui circulent à l'intérieur de la Russie sont aussi réelles sur le plan opérationnel que les conséquences de la formation détruite. L'architecture de renseignement qui a rendu cette embuscade possible est elle-même stratégiquement importante. L'intégration de 4 sources de renseignement que le renseignement militaire ukrainien a utilisées pour identifier, suivre et canaliser la formation d'élite russe représente une capacité qui n'existait pas dans l'armée ukrainienne au début de l'invasion à grande échelle. Ce qui existe maintenant est le produit de 3 années de développement accéléré par la nécessité de la guerre et soutenu par le partage de renseignements des partenaires de l'OTAN.
L'embuscade n'était pas seulement un succès tactique, c'était la démonstration d'une capacité de renseignement assez mûre pour concevoir des embuscades précises guidées par le renseignement. Cette capacité ne s'applique pas seulement aux formations d'élite. Elle s'applique à toute formation russe dont le renseignement ukrainien a développé un tableau opérationnel suffisamment détaillé. Maintenant, je veux aborder ce que la destruction de cette formation précise signifie pour la capacité offensive russe dans le théâtre oriental. L'importance opérationnelle de la perte d'une unité d'élite dépasse le résultat tactique immédiat. Les opérations offensives russes dans le théâtre oriental se sont appuyées sur un nombre relativement restreint de formations d'élite pour fournir la capacité d'assaut que l'infanterie de ligne standard ne peut pas produire de façon constante. Ces formations sont le fer de lance offensif russe. Ce sont les unités engagées lorsqu'une percée est nécessaire, lorsqu'une position défendue doit être prise, quel qu'en soit le coût, lorsque les plans opérationnels russes exigent le type d'efficacité d'assaut, soutenu que seules des années d'entraînement et d'expérience au combat peuvent produire. Quand l'une de ces formations est détruite dans un seul engagement, le commandement russe ne la remplace pas simplement par la prochaine unité disponible de capacité équivalente. Il n'existe pas de prochaine unité disponible de capacité équivalente. L'unité de remplacement aura la même structure organisationnelle, elle aura le même équipement, mais elle n'aura pas les années d'entraînement institutionnel, l'expérience du combat et la cohésion d'unité qui faisaient de la formation détruite une formation réellement d'élite, plutôt qu'une simple désignation d'élite dans un ordre de bataille. La destruction d'une formation d'élite crée un vide capacitaire pour lequel les planificateurs militaires russes n'ont aucune solution à court terme. Et dans un conflit qui consomme la capacité des formations d'élite plus rapidement qu'elle ne peut être reconstituée selon les calendriers normaux de développement militaire, chaque destruction de ce type aggrave la dégradation globale de l'efficacité offensive russe d'une manière qui s'accumule avec le temps et qu'aucune mobilisation de masse ne peut compenser. L'infanterie mobilisée standard peut remplacer les effectifs. Elle ne peut pas remplacer ce qui rendait la formation d'élite. Voilà la signification stratégique plus profonde de ce que l'Ukraine a exécuté dans le secteur de Donetsk la semaine dernière. Pas le territoire, pas l'impact opérationnel immédiat, mais la capacité institutionnelle irremplaçable qui a été détruite dans la zone d'embuscade et qui ne sera pas présente dans l'ordre de bataille russe la prochaine fois que les planificateurs ukrainiens chercheront le vide capacitaire qu'ils peuvent exploiter pour créer la prochaine occasion opérationnelle.